Radio sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission Arakaï du 11 février 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique aux élèves de Jean-Jacques Henner. Voilà, on est allé voir dans un hôtel particulier du Lystratium une exposition qui ne concerne pas les trottins de Paris, mais plutôt la petite et haute bourgeoisie parisienne. Voilà. Et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge sur et dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Autant que là, on est toujours au top niveau de désinformation sur le sujet. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr.
Ouin al-Malaïn, Julia Boutros. Voici venu le temps des zinzins, des fêlés de la cafetière. Pas un temps franchement nouveau, mais franchement con. Poutine et le bad boy Shintok, la boule de Suisse nord-coréenne et autres méchants dingos qui croient gouverner la planète à coups de canon, sont de gentils histrions comparés au déconnant le barbare blondinet qui fout le Bronx en Amérique du Nord. Sa dernière grossièreté à propos de la déportation des Gazaouis fiche des migraines à la planète Terre. Nous pouvions penser, croire que l'idée même de colonisation traînait des godasses dans les fumées du passé, mais que dalle, que pouic, la revoilà de retour, la gueuse, qui tonitrude la baveuse du chef de la nation américaine, de nos deux, en mal de dictature. Après ses visées sur le Canada, le Groenland et Panama, le voilà qui reprend sa cravate d'agent immobilier pour proposer d'aménager la bande de Gaza en une nouvelle Riviera. Et pour compléter ce tableau hilarant, déporter les Gazaouis en Égypte ou en Jordanie. Et c'est celui qui le dit qui est. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? La question n'est même pas posée, surtout pas aux Gazaouis, comme elle n'était pas posée aux Amérindiens civilisés à coups de Winchester lors de la conquête de l'Ouest. Ainsi fonctionne le monde de Trump, à coups de pompe dans le cul et de balles de bombes de missiles sur la gueule. Encore 7 milliards et quelques de livraisons de ces joujoux à la bande abono-sioniste pour ratiboiser Gaza. Et c'est tout frais. À quand les camps de la mort à la mode himmlérienne? Pas en Pologne pour ce coup-ci et le coup d'après, mais dans le monde entier. Déjà que Guantanamo va faire le plein en se gavant une trentaine de milliers de mauvais immigrants américains. Je fais des liaisons maltapropres. Pour une première, mais comme chez nous, en 1942, à Drancy, Pithiviers, Baume-la-Rolande, Compiègne et j'en passe, à côté de la plaque. 6 millions d'Européens de confession juive pour se faire la main. Passage de témoin à cet émule d'Hitler, fils d'émigrés allemands devenu un accident de la route de l'histoire, président de la soi-disant plus grande démocratie du monde, qu'elle n'a jamais été, bâtie sur le massacre des peuples premiers du continent nord-américain. Alors dites-moi, ils sont combien les Palestiniens? Et aussi combien de divisions? Ça vous rappelle pas quelque chose? Pas d'addition à se prendre le chou, ils n'ont rien. Quelques terroristes, peut-être bien, et surtout bien insister sur le terme terroriste. Surtout pas se prendre les charentaises avec des divagations du genre des résistants du Hamas, l'équivalent pour les nazis, la belle époque de l'occupation, des résistants juifs communistes, style la bande à Missak Manouchian, ou Manoukian, suivant. Et comme si les cow-boys étaient chez eux de toute éternité dans les plaines de l'Ouest américain, et les Amérindiens des envahisseurs, les sionistes sont chez eux aussi de toute éternité, avec leur bon Dieu de bon Dieu chez eux. Et les Palestiniens des envahisseurs, qui plus est, les envahisseurs arabes. Grâce à vos miches, les Canadiens, les Groenlandais, les Panaméens, et ceux qui suivront, demain vous serez des envahisseurs de vos propres pays, et donc légitimement expulsables par le toton macoute nord-américain. Oh, l'histoire, quelle merveille à qui l'on peut faire raconter par la voix des historiens et des politiciens tant et tant de balivernes pour faire marcher le petit peuple au pas de loi, et que s'il ne marche pas droit, le rectifier en le gazant, puis en le passant au four, pour lui apprendre. On en revient, on y revient, et ce coup-ci, ça risque de durer. Quand j'étais enfant, le chewing-gum me faisait rêver. Tout ce qui venait d'Amérique faisait rêver. Aujourd'hui, voici que le
contraire a fait sa rentrée avec l'élection d'un agent immobilier, président au pays chewing-gum. Et on se retrouve sur l'île enchantée, où les enfants deviennent des ânes. Une métaphore de ce que devient l'Amérique d'aujourd'hui, avec Trump pour cocher. Les contes pour enfants peuvent être, parfois, plus instructifs et plus vrais que l'apprentissage de l'histoire officielle. Bidon pourrait être Gepetto avec un peu beaucoup d'imagination. Mais aucun doute que le cocher est bien Trump et que l'île enchantée, l'Amérique, devenue un désert couvert de ruines à cause de sa malfaisance, et que ceux qui font la gueule pour ce portrait pas très amical du dingo d'outre-Atlantique se soulagent avec une bonne pinte de bière. Un remède contre le spleen, outre-Manche, et que j'ai pratiqué jadis avec un certain succès, qu'en plus c'est diurétique, et qu'il vaut mieux ne pas trop s'éloigner des urinoirs du pub, où la queue s'allonge quand la cloche annonce la prochaine fermeture de l'estaminet. La couche-culotte est donc recommandée. Ouais, donc on a effectivement affaire à Trump et tous ces effets d'annonce. Derrière, il y a quand même quelques rétropédalages, hein, quand on voit qui veut taxer le Canada, qui veut taxer le Mexique à des taux supérieurs. Le problème, c'est que ce sont aussi des fournisseurs de pièces détachées de voitures, par exemple, et que ça ferait augmenter le prix des voitures. Donc il y a des actions qui se sont écroulées à Wall Street. Et là, les financiers ont dit, bah non, ça va pas non plus, quoi. Donc il a aussi fait marche arrière. Donc il y a tous ces effets d'annonce, mais voilà, il y a quand même quelques, je sais pas si c'est des garde-fous, mais il pourra pas aller aussi loin qu'il le veut, même s'il montre ses décrets signés avec un air victorieux insupportable. Et j'avais lu un article aussi qui parlait des milliardaires de la Silicon Valley qui effectivement, eux veulent créer en parlant de Gaza justement, des tas de zones, ce qui existe déjà dans le monde à plein d'endroits, des zones où il n'y a pas de réglementation économique, quoi, où parce que ce sont des libertariens, donc en fait il n'y a pas d'État, chacun fait ce qu'il veut et on gagne le maximum d'argent, quoi. Alors on parle de Gaza, mais on n'oublie pas bien sûr la Cisjordanie, hein, avec ce qui se passe sous cette invasion militaire et ces destructions à Jénine qui ont doublé depuis le cessez-le-feu à Gaza. Donc ça fait 2 mois qu'Israël s'acharne sur le camp de réfugiés. Et bien sûr, aidé par l'autorité palestinienne qui communique des noms, des maisons. Enfin, il y a un reportage sur France 24 que je mettrai en lien, justement, où on voit vraiment ces destructions de maisons. Alors c'est France 24, hein, c'est pas TF1 ou BFM ou CNews, hein. Et c'est vrai qu'il y a un grand foyer de résistance à Jénine parce qu'en fait l'autorité palestinienne ne veut surtout pas que cette résistance se développe, mais comme il y avait les brigades de Jénine et puis il y a même les amis du théâtre de Jénine, là, ce théâtre de la liberté qui avait été au départ fondé par une femme juive, hein, qui permettait aux jeunes justement de pouvoir se reconstruire, et son fils après qui a été assassiné, on n'a jamais su exactement dans quelles circonstances. Aujourd'hui, bon, ce sont des Palestiniens qui reprennent ce théâtre de la liberté et régulièrement le directeur est emprisonné, le théâtre est détruit. Enfin, c'est assez démoralisant de voir toute cette destruction, parce que quand on voit les photos de Jénine, ça devient comme Gaza, quoi. Et les gens sont obligés de fuir, et on voit sur ce reportage les familles qui fuient parce que les maisons sont ciblées, enfin les immeubles détruits, quoi. Donc, j'écoutais hier quelque chose justement sur Gaza, où quelqu'un qui revenait de là-bas disait qu'il y a des familles, mais c'est 50 personnes, parce que c'est des très grandes familles, qui étaient massacrées, qui avaient disparu, qui étaient sous les ruines, et on les a même pas retrouvées. Ouais, alors c'est vrai que Jénine, c'est l'avant-garde de la lutte palestinienne, hein, et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment ciblé, quoi.
Alors sinon, toujours par rapport à Israël, il y a eu, je sais, la libération de prisonniers israéliens, donc c'est pas là-dessus que je vais m'attarder. Ah non, parce que surtout pas. Non, parce qu'effectivement, la télévision se charge largement d'ignorer les prisonniers palestiniens, les conditions dans lesquelles ils sont enfermés, les tortures qu'ils subissent, les humiliations qu'ils subissent. Simplement, c'est que là, les prisonniers israéliens, quand ils ont été libérés, ils ont appelé leur gouvernement à finaliser l'accord et à mettre fin à la guerre. Et en fait, il y en a même certains qui ont remercié les brigades Al-Qassam d'avoir assuré leur sécurité. Donc c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'effectivement il n'y avait pas eu de maltraitance comme peut-être les grandes chaînes peuvent le laisser supposer. Donc ce qui réclame avant tout, c'est qu'ils refusent l'escalade militaire comme solution, et chacun dit je veux que les pourparlers continuent, pas la pression militaire, et qu'ils espèrent que les accords de cessez-le-feu pourront passer sur les phases 2 et 3 comme prévu, ce qui effectivement, avec les livraisons d'armes que tu racontes, là, on peut avoir vraiment à s'inquiéter sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça ira jusqu'au bout, quoi. S'ils livrent plus de 7 milliards d'armes à Israël, alors que Biden en avait déjà livré à peu près le même montant de milliards avant qu'il passe la main à Trump, ça fait 15 milliards de dollars d'armes ils n'ont pas tout foutu sur la gueule des Palestiniens. Donc voilà, on peut penser que cette trêve, c'est pour seulement libérer les otages, et qu'après, ça va recommencer de plus belle. Ouais. Sinon, je voulais aussi parler. J'ai appris que le ciné mensuel allait s'arrêter. C'est là en février, c'est l'avant-dernier numéro, donc ça va s'arrêter au mois de mars 2025. On peut rappeler que Ciné Mensuel avait été créé quand Ciné a été viré de Charlie Hebdo, et qu'après la mort de Ciné, c'est sa femme, Catherine Veil-Ciné, qui a repris le flambeau, et que c'était un hebdomadaire, c'est passé en mensuel, qu'ils avaient eu des gros soucis financiers, ils avaient fait des appels à dons, mais qu'en fait là en ce moment ils perdent quand même 17 à 18 000 euros par mois, et que donc ils peuvent plus tenir pour faire paraître le journal, mais qu'ils ont tenu quand même pas mal d'années après Charlie Hebdo. Et nous on l'achète de temps en temps. Effectivement il y a des chroniques, il y a des dessins. Enfin c'est vraiment un journal qui était engagé, qui était vraiment banzai, quoi, dans l'esprit de Ciné, qui disait mourir plutôt crever. Enfin et donc nous on était vraiment attachés à ce journal, et c'est dommage que ça s'arrête, quoi. Oui, mais comme souvent les choses les plus intéressantes sont victimes, voilà. Les maires ne sont jamais victimes, mais les choses intéressantes, lumineuses, comme mensuel ciné. Voilà. Ouais, quand on voit Charlie Hebdo effectivement continue, et que voilà, de quelle façon Philippe Val avait viré Ciné sous des prétextes d'antisémitisme, on peut rappeler que Ciné a largement gagné son procès contre Charlie Hebdo. Voilà. Et dernière chose, je suis allée la semaine dernière avec mon ami qui travaille à TD Carmonde. On a parlé de la parution d'un petit livret sur la maltraitance institutionnelle et la pauvreté et les maltraitances institutionnelles. Donc il y a eu une soirée de présentation de ce petit livret au Grand Contrôle, bon, qui est un lieu parisien pour Parisiens qui viennent boire et manger. Là, il y avait moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y a des militants, ce qu'ils appellent des militants, en fait, c'est des gens qui sont issus de la pauvreté, qui font du bénévolat à TD Carmonde, qui ont témoigné de maltraitance institutionnelle. Et ce petit livret reprend 20 idées fausses sur ce que sont les pauvres. Et donc, ils ont chacun témoigné sur 2-3 idées qu'ils ont subies, quoi, des préjugés qu'ils ont subis dans leur chair. Et c'était vraiment très touchant de les entendre, quoi. Oui, des idées fausses qui sont répétées sur les télévisions, dans les télévisions, les radios, la presse papier de droite ou d'extrême droite, voilà. C'est 20 mensonges grossiers, dégradants vis-à-vis des plus pauvres d'entre nous, voilà, qui sont sans arrêt répétés. Et malgré, ce qui est dommage, c'est que ce petit livre, qui est très éclairant sur la vérité, enfin sur ce qui est la réalité de la pauvreté, eh bien,
c'est quelque chose qui pourra fonctionner peut-être du bouche à oreille, mais personne n'en fait de la publicité. Ouais, alors que c'est un petit livret qui coûte 5 euros, donc vraiment accessible à toutes les bourses, à acheter, à lire, à faire circuler justement, à laisser sur des tables de lieux, dans des établissements, des lieux publics. Enfin, il faut vraiment... Pour même que les pauvres soient informés. C'est pas forcément en direction des gens qui ont un travail, qui ont un logement, qui ont une famille, etc. C'est surtout les pauvres qui doivent être informés par ce petit bouquin. Parce qu'en fait, effectivement, ce que ça raconte, c'est qu'il y a un non-recours au droit, parce qu'on parle toujours des pauvres assistés, etc. En fait, la réalité derrière, c'est qu'il y a beaucoup de non-recours au droit. Par exemple, sur le RSA, il y a 40% des gens qui pourraient le toucher, qui ne le demandent pas. Donc voilà, on nous dit tout le monde abuse, on va faire travailler les gens 15 heures. Enfin là, c'est ça va partir. On va faire travailler les gens 15 heures gratuitement pour gagner 600 euros par mois. 40% des gens ne demandent pas ce RSA. Oui, mais les pauvres n'ont pas le droit de pleurer, n'ont pas le droit de se plaindre, n'ont pas de droit. S'ils l'ouvrent, c'est vraiment... voilà, c'est comme à Gaza, vous m'excuserez de faire une relation comme ça, c'est un peu un grand écart, mais à Gaza, tous les pro-sionistes, tous les pro-israéliens, etc., qui sont... vous les avez à l'Assemblée nationale, vous les avez au Sénat, vous les avez un peu partout, qui disent que les Gazaouis sont pleurnichards, qui, voilà, ils en ont jamais assez, alors que... c'est Michel Onfray qui disait ça. Ouais, voilà, mais Michel Onfray, bon, c'est le porte-parole de toute la racaille politique qu'il y a en France, voilà. Non, il y a effectivement un non-recours au droit, de même que quelqu'un y intervenait en disant qu'il y a 7 millions de gens inscrits à France Travail et que les offres d'emploi sont même pas de 600 000. Donc non, les chômeurs ne sont pas des chômeurs volontaires. On ne peut pas donner du travail à tout le monde aujourd'hui. C'est écrit. Il n'y a pas à discuter, quoi. Oui, tout à fait. Ah, ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas, tu vois. Non, c'est pour ça, il y a plein de choses, intéressantes à apprendre. Et nous qui n'avons pas ces idées fausses, c'est quand même intéressant d'avoir aussi quelques chiffres en argumentaire, parce que souvent on est dans des zones de confort avec des gens qui pensent un peu la même chose que nous, donc c'est plutôt agréable. Mais si on se retrouve confronté avec des discours justement plus réactionnaires et culpabilisants, c'est bien de pouvoir argumenter, quoi. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche,
ils le tuent, ils le blessent. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. En Palestine, Michel Buller.